Bonjour chers étudiants, bonjour chers amis. Cette vidéo, qui sera faite en deux parties, concerne un sujet qui intéresse notamment la Banque de France dans le cadre des rendez-vous de l'épargne qu'elle organise dans la plupart des villes de France, sur l'effet de la crise sanitaire sur l'épargne des Français et les conséquences de cette crise sanitaire sur la situation macroéconomique. Donc, la première vidéo que vous pouvez visionner est celle qui va concerner les effets de la crise sur l'épargne. Et la deuxième vidéo qui suivra concernera les conséquences de ces effets sur la situation économique. Alors, les effets de la crise sanitaire sur l'épargne, on a deux constats essentiels. Le premier constat, c'est qu'on a assisté à une forte hausse du taux d'épargne. Le deuxième constat est qu'on a assisté à une déformation de la structure de cette épargne. Pour comprendre la forte hausse du taux de l'épargne, il faut se référer à la double nature du produit intérieur brut. C'est à la fois, ce produit intérieur brut, la somme des productions, ce qu'on va appeler la somme des valeurs ajoutées, la richesse créée pendant un an, mais c'est aussi la somme des revenus qui sont distribués à l'occasion de la création de cette richesse. On a, si je regarde ici la première nature, qui est la nature de la production, on a bien la production qui est égale à la consommation plus l'investissement, ici. Alors que si je regarde la deuxième nature, qui est la somme des revenus, on a bien la somme des revenus qui est égale à la consommation plus l'épargne. Bon. Cette double nature fait que dans une économie fermée, si on élimine les problèmes qui peuvent être liés au reste du monde et aux flux financiers externes, on a bien Y égale Y, c'est-à-dire l'égalité entre l'épargne et l'investissement. Alors que s'est-il passé comme conséquence, ce qu'on va appeler l'effet Covid? Vous vous rappelez qu'on a publié des statistiques cet été, le choc de production a été de l'ordre de 10%. Donc on a eu une réduction de la production de 10%, du PIB de 10%. Cette réduction on pouvait s'attendre à une chute de la consommation et de l'épargne pour un montant équivalent de 10%. Or, ce n'est pas ce qui est arrivé. On a obtenu une chute plus importante encore de la consommation empêchée, et par conséquent, une forte hausse de l'épargne. Comment expliquer ce phénomène? Ce phénomène s'explique par le fait que les revenus ont été pour l'essentiel maintenus, alors que la production a chuté, du fait que l'État se soit substitué en partie aux employeurs en payant le chômage partiel, en continuant à payer ses employés. Et cet écart entre les revenus distribués et la production s'est traduit effectivement par un fort taux d'épargne, une augmentation du taux d'épargne, puisque le taux d'épargne étant le rapport entre l'épargne et le revenu disponible brut des ménages. Le taux d'épargne des ménages a fortement augmenté, il est passé au-delà de 20%. Bien sûr, inversement, cela a été permis par une politique monétaire et budgétaire expansive et un endettement public. Regardons ce qui s'est passé au niveau de ce taux d'épargne en détail. Si l'on prend les statistiques de la situation avant la crise sanitaire, la France avait un taux d'épargne de l'ordre de 15%. On voit ici en bleu le taux d'épargne de la France, qui est assez élevé parmi la plupart des pays occidentaux. Seule l'Allemagne fait un peu mieux en termes de taux d'épargne. Donc on est parti avant la crise sanitaire d'un taux d'épargne de 15% pour, après la crise sanitaire, c'est-à-dire au deuxième trimestre 2020, juste après le confinement, un taux d'épargne qui a bondi à 25%. 25% du revenu disponible. On voit ici que, d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé dans beaucoup de pays. On a une croissance très forte du taux d'épargne. Ce taux d'épargne de 25%, a priori, a augmenté, on peut imaginer, la richesse des Français, la richesse de leur patrimoine. Eh bien non, c'est pas ce qui s'est passé. On a eu à la fois plus d'épargne et moins de richesse.
Si on regarde ici le patrimoine financier brut, hein, on voit qu'il est passé de 5 400 à 5 186. Pour simplifier, hein, on a ici, vous voyez, un flux d'épargne qui a fortement augmenté, et au lieu de remplir le réservoir, qui est le stock en fait du patrimoine financier, le patrimoine financier est passé de 5 400 milliards à 5 200 milliards. Donc on a versé plus d'eau dans le verre et on a moins d'eau au final, parce que l'évaluation du patrimoine étant en partie basée sur les cours financiers, hein, l'effondrement du CAC 40, puisque l'indice est passé de 6 000 à 3 006 au plus fort de la crise pour remonter vers 4 007, fait que le stock d'épargne, c'est-à-dire le patrimoine financier brut des ménages, a fondu en partie du fait de cette crise. Le deuxième phénomène, c'est cette fois-ci, si on regarde la composition de l'épargne, c'est la déformation du flux d'épargne. Je reprends ici les statistiques de la Banque de France d'août 2020 sur les flux financiers en fonction des différents types d'épargne et l'évolution des encours. Alors, il y a 4 phénomènes, on peut regarder en détail les chiffres, mais 4 phénomènes essentiels sont à retenir. Le premier, c'est qu'on a une hausse de l'épargne liquide et numéraire, un gonflement des comptes courants et, en même temps, une hausse des livrets de l'épargne réglementée. Comme si les Français avaient privilégié l'épargne de précaution, la disponibilité, n'ont pas eu le temps de faire des projets et ont conservé cet argent en banque. On a eu au premier trimestre 2020 une baisse, une décollecte des encours en fonds euros des assurances vie. Et, troisième phénomène, une baisse de la valeur du patrimoine des encours du fait des chutes des cours boursiers. Donc pour résumer par des petits schémas, si je reprends les encours ici à l'échelle, les environ 5 000 milliards d'euros, on voit qu'on avait cette structure-là avant le Covid et qu'on est passé après, donc c'est-à-dire à l'été 2020, à une structure assez différente, avec un accroissement de l'épargne liquide et une diminution de l'épargne sous forme d'assurance vie, notamment des titres financiers. Cette déformation de la structure de l'épargne, qui privilégie l'épargne liquide, s'explique en fait par un phénomène assez classique, qui est celui de la préférence pour la liquidité et de l'aversion au risque. Alors pour ça, pour le comprendre, il faut avoir toujours en tête le plan sur lequel on fait l'analyse des différents produits financiers qui sont proposés, avec en ordonnée les rendements, en abscisse les risques. Les rendements peuvent être plus ou moins élevés, les risques peuvent être plus ou moins forts. Si je croise rendement et risque, je peux obtenir ici un arbitrage entre les rendements et risques, qu'on peut appeler la frontière financière, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas gagner sur les deux tableaux. Hein. Si vous voulez plus de rendement, vous devez accepter plus de risques. Si vous voulez moins de risques, vous devez accepter moins de rendement, en théorie. Alors bien sûr, l'ensemble des actifs, des classes de titres financiers va se répartir le long de cette frontière financière. Les individus vont pouvoir choisir, ceux qui recherchent des rendements vont plutôt se positionner vers ici, ceux qui ont plutôt une aversion au risque vont se positionner pour ici, mais un individu qui veut diversifier son patrimoine, ses placements, il peut acheter des actifs comme ça et des actifs comme ça. Donc, si on regarde cette frontière financière, ce qu'il faut faire, c'est attention à cette zone suspecte, hein, c'est-à-dire les produits qui sont à la fois proposent des rendements élevés et des risques faibles. Il faut se méfier, bien étudier ce genre de produits, car a priori, ils devraient rester sur la frontière ici. Si je place l'ensemble de mes actifs financiers, les actions, les assurances vie en unité de compte, les obligations, l'assurance vie en euros, les livrets A, on voit qu'ils se répartissent le long de cette frontière financière et que les individus vont les choisir en fonction de leurs préférences. Parfois, le choix est compliqué. Si on prend par exemple deux types de placements, des SCPI, hein, c'est-à-dire la pierre papier qu'on peut mettre dans une assurance vie et des fonds euros,
on a un match où on peut à la fois regarder les avantages et les inconvénients. Effectivement, les SCPI ont a priori un rendement plus élevé que les fonds euros, 4% contre 1%, mais ce rendement n'est qu'un rendement à long terme, parce qu'à court terme, il y a de forts frais d'entrée, donc il faut regarder ce qu'on appelle l'horizon du placement. La disponibilité des SCPI, a priori, est plus faible que celle des fonds euros, il faut vendre, etc. Par contre, les risques sont plus élevés, notamment des risques sur la valeur de l'immobilier et la valeur de l'immobilier suite à la crise sanitaire, puisque on sait très bien que le développement du télétravail va fragiliser le marché de l'immobilier de bureau. Donc il faudrait à la limite regarder en détail ce qu'il y a dans le SCPI. Est-ce qu'il y a de l'immobilier de bureau? Est-ce qu'il y a du résidentiel quatrième âge? Pour voir si c'est un placement qui va résister plus ou moins bien à la crise sanitaire. Donc, on a les deux critères essentiels rendement-risque. On peut placer sur la frontière financière l'ensemble ce qu'on appelle des classes d'actifs financiers. Et il ne faut pas oublier d'autres critères, la disponibilité, la volatilité, la fiscalité et les détails, c'est-à-dire ce qu'il y a vraiment dans chacun des produits proposés. C'est des fois un peu opaque. Si ce n'est pas sur cette frontière, c'est dangereux. Ce sont des objets non identifiés. Alors, il y en a un quand même qu'on a identifié qui propose à la fois plus de rendement et moins de risque, mais qui n'est pas disponible. On ne peut pas en acheter. Hein. Ce sont les vieux, par exemple, plans d'épargne logement avec des rémunérations de 2,5%. Ça, si on vous propose 2,5% sans risque, allez-y tout de suite. Mais ça, malheureusement, n'existe plus. Vous avez aussi d'autres produits qui ne sont pas sur cette frontière. Par exemple, l'argent liquide que vous gardez chez vous ou sur votre compte courant, c'est-à-dire qu'il ne rapporte aucune rémunération, même pas celle du livret A, qui, lui, n'est pas du tout risqué. Mais qui traduisent quand même un phénomène de préférence pour la liquidité. Alors, qu'est-ce qu'on constate? Depuis un certain temps, les taux d'intérêt chutent fortement. On a un resserrement des rendements entre les obligations, les assurances-vie et le placement liquide. La courbe ici, l'arbitrage, la frontière financière, a tendance à s'aplatir. Ce resserrement des rendements fait que c'est d'autant plus facile de renoncer à un placement en obligations, en unité de compte ou en fonds euros pour conserver de la disponibilité, puisque le coût du renoncement est assez faible en termes d'écart de taux d'intérêt. Donc on comprend pourquoi, rajouter à ce supplément d'épargne, les ménages français se sont orientés vers des placements liquides. Seulement, ces placements liquides ne sont pas, eux aussi, exonérés de tout risque. Peut y avoir de nouveaux risques qui apparaissent. Des risques bancaires sur la solidité des banques, des risques sur la dette souveraine et des risques éventuellement aussi inflationnistes. Cet ensemble de risques fait que on peut être tenté par un basculement de l'épargne financière vers des actifs réels, c'est-à-dire notamment vers des achats immobiliers. Et le résultat est que cette crise sanitaire va renforcer encore la faible appétence des ménages français pour les actifs financiers et leur volonté d'un double placement, un placement dans les actifs réels, notamment immobiliers, et un placement en liquidité sur des livrets bancaires. Le problème est que cela ne donne pas d'argent pour les investissements productifs des entreprises. Il y a un faible financement, alors que l'épargne existe, un faible financement de long terme productif au niveau des entreprises, de modernisation, et c'est tout le travail de la politique économique de recycler cette épargne abondante et liquide vers des placements de long terme plus ou moins risqués. Voilà. Dans la deuxième vidéo, je vais vous parler maintenant des conséquences de cette hausse du taux d'épargne et de cette augmentation des liquidités.